Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Back to the Review, votre hors-série du Late Show. Le principe de l'émission est très simple, on prend un film ou une série qu'on n'a pas pu caler dans un Late Show et on en parle quand même. Mais aujourd'hui, émission particulière puisqu'on va parler d'un réalisateur. Aujourd'hui, en ce 22 février 2023, on va parler de Steven Spielberg pour la sortie de son dernier film The Fabelman. D'ailleurs, tout de suite, extrait audio. Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable. Je suis perdu, je sais plus quoi faire. Fais ce que ton cœur t'ordonne. Quelle scène est-ce que tu as préférée ? Bonsoir les glandus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour en parler de Steven Spielberg, nous avons Ekichi. Bonsoir Ekichi. Bonsoir. Nous avons Jérôme. Bonsoir Jérôme. Hello. Nous avons Gary. Bonsoir Gary. Bonsoir. Nous avons Lucas. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Aujourd'hui, comme je vous le disais dans la petite introduction, avant l'extrait audio, on va parler de Steven Spielberg. Le principe de cette émission est très simple, que vous avez pu le voir au titre. Elle s'appelle Dans l'œil de Steven Spielberg. Donc, on va tout simplement prendre des films de sa filmographie qui sont importants pour nous. On a choisi 2 films chacun. Et on va tout simplement décaler la table pour en parler, passer chacun son tour pour en parler. Qui veut commencer ? Attends, je soulève d'abord. Non, attention la table, elle vaut cher. Alors les amis, qui veut commencer pour parler justement de ces films qu'ils ont choisis ? Voilà, je vais pas vous le cacher, on sait à peu près de quel film on va parler, mais on voulait qu'on soit large sur les films, donc on a choisi des films différents. Il n'y aura pas de doublons dans cette émission. Lucas, t'as envie de commencer pour parler de tes films ? Quel film t'as choisi pour représenter Steven Spielberg ? Quels sont les films qui sont importants pour toi et pourquoi ? Alors, j'ai choisi Arrête-moi si tu peux avec Tom Hanks et Leonardo DiCaprio. Yes, Léo. Et Léo, comme on l'appelle, il est gentil. Léo, hein, Le bro. Voilà. Non, pas le mien, mais en tout cas celui de Guillaume Canet. Hein, donc, Ah oui. voilà. Et en deuxième film, j'ai choisi Ready Player One. Ok. Qui est adapté du livre de Ernest Cline, Player One. Ok, d'accord, super. Voilà. Et donc alors, pourquoi ces 2 films ? D'ailleurs, parce que c'est plutôt, entre guillemets, des films qui sont extrêmement opposés. On a d'un côté le blockbuster américain qui réunit toute la pop culture en un seul film, et de l'autre côté, le film un petit peu plus intimiste qui raconte l'histoire, justement, une histoire vraie, en plus, adapté d'une histoire vraie, donc histoire de ce fameux brigand. Hein ? Qu'est-ce qui... J'avais pas compris, GG. L'histoire de Frank Abagnale Jr. Frank Abagnale Jr. Voilà. Alors, pourquoi ces 2 films-là ? C'est des films qui sont importants pour toi ? Arrête-moi si tu peux, je l'ai vu avec mon papa, du coup, c'est pour ça que je voulais parler de celui-là, parce que c'était sympa. D'accord, ok. Donc, c'est quelque chose de familial. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, Ready Player One, parce que, voilà, c'est les trucs que j'aime et que... Voilà, c'est le côté pop culture qui te fait plaisir. C'est pop culture à foison. Alors globalement, les chroniqueurs, les films de Lucas, c'est quand même des bons films. C'est des films que vous avez vus pour la plupart. Moi, j'ai pas vu Ready Player One. T'as pas vu Ready Player One ? Pas encore, non. Ouais. Ok. Ouais, alors, c'est quand même dingue. J'allais tout miser. Je me suis dit, à mon avis, il a pas vu Arrête-moi si tu peux. Eh bah si. Et qu'est-ce que t'en penses alors de ce film ? Ah oui, très bien. Moi, j'aime bien les films tirés d'une histoire vraie, qui sont un peu plus réalistes, très terre à terre. C'est pour ça que dans un de mes 2 films que j'ai choisi, il y en a un qui est comme ça aussi. J'aime beaucoup les films très réalistes, tranche de vie, on va dire. Enfin, tranche de vie. Non, c'est pas une tranche de vie réelle, mais du quotidien. Mais les trucs qui se passent dans la vraie vie, quoi. Ouais, donc un biopic. C'est ça, voilà. Un truc un peu fait divers. C'est ça, non mais voilà, c'est ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, et justement, par rapport à Arrête-moi si tu peux, cette histoire, qu'est-ce qui vous plaît un petit peu dans cette histoire, Jérôme, toi, dans Arrête-moi si tu peux ? C'est le côté chasse à la souris, etc. Qui est, voilà, le principe, il est cartoonesque, mais l'exécution l'est pas du tout. Justement, c'est très très réaliste, etc. Et à chaque fois, le mec s'en sort. Juste parce qu'il est jeune et créatif et qu'il s'en fout, quoi. Donc
ouais, puis tous les personnages sont géniaux. Enfin, tu vois, d'avoir choisi qu'il ait une mère française, etc., et d'être allé chercher. Donc c'est Nathalie Baye. oui, c'est ça, Nathalie Baye. J'ai eu peur de dire une bêtise. J'ai fait des recherches, t'inquiète. Non, mais j'ai eu peur de faire une bêtise parce que souvent je la confonds alors qu'il n'y a rien il n'y a pas moyen de la confondre avec Isabelle Huppert, mais vu que c'est deux actrices de la même génération, enfin bref, ça se mélange dans ma tête malheureusement. Il faut pas vieillir les enfants. Et, Arrêtez. arrêtez tout de suite si je peux vous donner un conseil. Mais ouais, non, franchement, enfin génial. Enfin, on voit en plus le côté la misère du père de Frank Abagnale Senior, et puis derrière la mère qui s'est remariée, etc., et qui refait sa vie, et tout va très bien, etc. Et puis cette métaphore des deux petites souris qui tombent dans un pot de beurre et dans un pot de crème, et donc il y en a une qui abandonne tout de suite et qui coule dans le fond du seau de crème, et puis l'autre qui se débat tant et si bien qu'elle transforme la crème en beurre et arrive à s'en sortir. Voilà, et ben ça c'est une tirade de fou donc de Christopher Walken qui a rien à envier avec celle de la montre dans le cul dans Pulp Fiction. Bah, beau parallèle, j'ai envie de dire, les amis. Hein. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous avoue que des deux films que tu as choisis, c'est plutôt Ready Player One qui m'inspire énormément. J'adore Arrête-moi si tu peux également aussi, mais on va dire Ready Player One est quelque chose qui m'a profondément marqué quand je l'ai vu au cinéma. Parce qu'il a en fait ce côté où, moi, il rassemble tout ce que j'aime, en tout cas, dans ma vie extérieure. Je suis quelqu'un qui collectionne beaucoup d'objets, qui aime un petit peu le vieux cinoche quand même, on va pas se le cacher. Les films de Kubrick, par exemple, Steven Spielberg était extrêmement pote avec Stanley Kubrick. C'est d'ailleurs pour ça c'est le seul qui a fini son projet donc de AI, intelligence artificielle. Pour ceux qui ne le savent pas, à la base, c'est quand même un scénario de base de Stanley Kubrick. Et donc, il l'a finalement fini. Et c'est pour ça qu'on a toute cette deuxième séquence dans Ready Player One qui se passe dans Shining, qui est refait à l'identique, parce qu'il voulait absolument que ce soit limite un hommage à Stanley Kubrick et non pas à l'œuvre de Stephen King. On rappelle quand même que Shining a été détesté de Stephen King au moment de sa sortie et il ne veut pas être associé à cette adaptation-là. Il préfère être associé à l'adaptation qu'il avait fait pour le petit écran, lui. Donc voilà. Ready Player One, mis à part le fait que le film commence sur une DeLorean, déjà ça m'a frappé le cœur. Mais j'aime bien aussi le propos lié en fait à l'évolution, la technologie, et je trouve qu'on est un peu confronté à ça actuellement parce que on est au début du métaverse. Clairement, là pour le moment c'est que des prémices, mais il est possible qu'un jour on en arrive à ce genre de choses, et ça me fait un peu flipper de se dire que des gens, parce que c'est déjà le cas, hein, je crois qu'il y a une personne qui est sans parler de métaverse, déjà avant il y a eu beaucoup de choses déjà qui mettaient en lien la VR avec des mondes interconnectés. Hein. Tu regardes, il y avait il y avait un truc chat VR, virtual chat VR ou je sais pas quoi, où tu pouvais choisir ton avatar et déjà, c'était un society-like en fait, voilà, entre guillemets. Ça, voilà. Déjà à partir de là, le film, c'est ce qui montre bien, c'est qu'au final, se perdre dans les mondes numériques, en fait, ça peut avoir du bon comme ça peut avoir du mauvais. Et là, ça te montre bien que, en fait, voilà. C'est justement ça. J'aime bien parce qu'il y a le côté bon où ça peut t'amener quand même beaucoup de bonheur dans la vie, puisqu'il y a quand même les 3 Easter eggs à trouver dans le film. T'as l'évasion aussi, le fait de pouvoir fuir ton quotidien, de te dire, voilà, j'ai une vie un peu chaotique et je me réfugie un peu dans un monde virtuel pour pouvoir me dire que c'est un peu mieux, quoi. Mais ça a des travers un petit peu négatifs également. Et je trouve que justement la réalisation de Spielberg est plutôt efficace avec Ready Player One. Voilà, je trouve en tout cas que c'est quand même deux très bons films, Lucas, que tu as choisi. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez. Gary, toi, les deux films de Lucas, t'as vu Ready Player One, non ? Non plus. Non. D'accord, ok. Ça donne envie de le voir de toute façon. Donc, voilà. C'est bien, vous êtes du côté, vous avez pas vu Ready Player One, voilà, impeccable. Donc c'est cool. Justement, Gary, toi, c'est quoi un peu tes films que tu as choisis sur Steven Spielberg ? Alors moi, le premier, c'est Il faut sauver le soldat Ryan. Ok, Ryan. Alors, pourquoi il faut sauver le soldat Ryan ? Alors, pourquoi ? Car je suis beaucoup fasciné par l'histoire, en général, et surtout aussi la Seconde Guerre mondiale.
Et aussi car, j'en ai parlé avec Jérôme avant, mais au collège, on avait un prof d'histoire. Donc, monsieur Daquin, si vous nous écoutez, bonjour. Et en fait, le soldat Ryan, la scène du débarquement est tellement réaliste qu'il nous l'a montré en plein cours sur la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il disait, voilà, d'après les témoignages, ceux qui ont survécu, ils ont dit, voilà, c'est ce film qui représente le mieux vraiment le débarquement. Rien que de ce que tu as dit, ça me colle les frissons parce que pour ceux qui ne savent pas, déjà d'une, en termes de sound design, la scène du débarquement du soldat Ryan est actuellement la plus pointue au monde. Je crois qu'elle a le plus d'effets sonores dans un film confondu. C'est pas des no joke. Il a même rajouté genre des moteurs d'Audi, des machins, des trucs comme ça pour avoir des sons bien spécifiques. C'est du millimétrage de montage et de sound design. C'est vraiment très très cool que tu en parles. Et c'est bien aussi qu'on puisse avoir ce genre d'émission. On va se focaliser sur des réalisateurs parce que Steven Spielberg, c'est quand même, donc à l'heure actuelle, quelqu'un qui commence à avoir un petit peu d'âge. Il a quand même fait évoluer le cinéma blockbuster avec lui et avec le temps. C'est un pionnier du cinéma hollywoodien à l'heure actuelle, il ne faut pas se le cacher. Et Le Soldat Ryan en fait partie, film marquant début des années 2000. Et franchement, la scène du débarquement, c'est une masterclass de A à Z. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les chroniqueurs ? Oui. C'est indéniable. Yes, merci. non, donc Ekichi. Non, mais oui, c'est poignant. Enfin, quand tu regardes, tu dis ouais, c'est chaud quand même. Mais justement, moi, cette scène-là du soldat Ryan, mis à part le fait qu'elle est poignante, elle m'a ouvert les yeux sur un truc globalement. C'est que c'était effrayant. C'est que au moment où ils arrivent, il faut se dire que eux, ils savent. Hein, c'est de la boucherie. Et c'en est horrible de se dire ça. Donc les Américains qui sont arrivés en Normandie pour justement combattre l'Allemagne qui nous avait occupés et qui a occupé globalement une grosse partie du globe avec leur oppression. Toute l'Europe occidentale. Voilà, exactement. Mais globalement, cette scène-là, elle est atroce à voir à l'écran. Et après, tout le film reste poignant sur le fait qu'on suit Tom Hanks, il revient, on va dire, sur la tombe, etc. Non, c'est pas lui, c'est Matt Damon. C'est Matt Damon qui va sur la tombe de Tom Hanks, voilà, c'est ça. C'est ça, même si l'acteur, à la fin, le petit vieux, ressemble pas mal à Tom Hanks, moi, c'est ça qui a fait que j'avais pas bien compris la première fois que je l'ai vu. Non, en fait, c'est bien le Private Ryan qui est devant la tombe de Tom Hanks et qui est là en train de se dire mais merde, j'ai vécu toutes ces belles choses et c'est en partie grâce à cet homme-là, au sacrifice de cet homme-là que j'en suis là. Et en plus, tu sens que le vieux, c'est son pèlerinage, quoi, de se rendre en Normandie sur les. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de vous y rendre. Si, on y a été. À Omaha Beach. Pas sur la plage, nous, on a été au musée. Non, t'es au musée de. À Caen. Il y a le musée de Caen. À Caen, voilà. Ouais, t'as le musée de Caen. Et puis donc t'as Omaha Beach et t'as le cimetière d'Omaha Beach, qui est probablement celui où ça se passe, où t'as un énorme monument à la gloire des soldats tombés, etc. Ça te fout les boules de ouf. Et puis alors, quand tu vois la taille de la plage, quand t'es d'un bout à l'autre, mais tu te rends compte en fait à quel point c'était impossible à traverser avec tout ce qui les attendait, quoi. Tu m'étonnes. Non, mis à part ça, et puis je trouve que la réalisation de Spielberg au plus proche des soldats est une masterclass. Le steadicam qui est dedans, etc. L'obus qui tombe et là t'entends plus rien, comme le personnage, etc. Enfin, t'es dedans, t'as l'impression d'y être. Tu te demandes si tu vas pas te prendre un pruneau, quoi. Je suis sûr et certain, à l'époque où les home cinéma ont commencé à se populariser dans des foyers un peu plus modestes, j'ai envie de dire, il y avait deux scènes à regarder. C'était la scène du soldat Ryan et la fameuse course de pod de Star Wars 1. Ah non, et puis attends, t'avais Rocky aussi, parce que quand les dents tombent, t'as l'impression que c'est sur ton parking. Tu prends un bourre-pif, voilà, c'est pour toi. Non, mais voilà, très bon choix. Après, pour le côté poignant de l'histoire également aussi. Oui. Et aussi, je l'avais jamais vu en entier jusqu'à récemment. Ok. Mais même le combat final, ils sont 10, tu dois combattre 50 Allemands avec 2 Panzers. Ils sont dans la merde. Et la scène de fin aussi est aussi incroyable, je trouve. La scène finale. La bataille finale. Ouais, écoute, super. Et puis
enfin, je pense qu'il y a un petit parallèle aussi avec la carrière de Spielberg à faire, le fait qu'ils soient ingénieux à aller prendre leurs chaussettes, à mettre de la colle, enfin de la graisse pour que ça colle, et etc. Machin chose, parce qu'il y a aussi ça dans le boulot de réalisateur. Finalement, c'est de trouver des solutions pour arriver à faire un truc. Et des fois, il te faut un effet pratique, il te le faut tout de suite. T'as ça dans la tête et comment on va faire. Et derrière, il faut juste avoir de la démerde. Et là, c'est un peu pareil, quoi. Son champ de bataille à lui, à Spielberg, c'est son plateau, quoi. Totalement d'accord. Dans le cinéma, le système de la démerde est ultra important. Le système D, comme on dit. Voilà. Et ton deuxième film, alors, Gary? Alors, deuxième film par passion, c'est Jurassic Park. Alors, par passion pour les dinosaures. Pour les dinosaures, d'accord, ok. Donc, les dinosaures, tu étais comme Ross dans Friends, tu as voulu être paléontologue. Voilà. Quelqu'un autour de la table a déjà voulu être paléontologue. Moi. Ah, et Kichi. Je m'en doutais. J'étais abonné quand j'étais gamin au fascicule que tu vas toutes les semaines ou tous les mois chez ton marchand de journaux avec ta petite pièce qui te sert à monter après ton dinosaure, etc. Ah bah oui, j'étais. Et est-ce que tu l'as fini, ce dinosaure? Non. Jamais personne n'a fini quoi que ce soit dans tous ces genres de trucs. Si, j'ai déjà fini quelque chose. Ah ouais. La DeLorean que tu vois là. Faut être motivé, c'est vrai que. Mais oui. Mais toi, t'avais fini un truc aussi. Oui, une maquette de bateau. Une maquette de bateau, le bateau de Louis XIV. Non, c'est celui de Louis XV. Louis XIV, je sais pas. Louis XV. Mais c'est le Royal Louis, le bateau. Bah, je crois que c'est ça, voilà. Toujours pas. Bateau d'un Louis. Et Royal. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de rois qui aient compris le bateau en France, mais voilà. Oui, bah, en tout cas, voilà, tu as réussi à finir ça. Mais donc, alors, Jurassic Park. Alors, oui. Dans Jurassic Park, du coup, c'est l'histoire d'une personne vraiment très très riche et je pense très passionnée par les dinosaures qui a voulu créer son parc avec ses dinosaures dedans. Et pour aider le projet, il va faire appel à deux archéologues ou paléontologues et botanistes, je crois. Une paléobotaniste et puis donc. C'est vrai, voilà. On a les explications dans Jurassic World de leur vrai métier. Voilà. Et du coup. Et dans le film, le but du propriétaire du parc, c'est de leur faire découvrir le parc à sa manière, je veux dire, en prenant vraiment les attractions, de faire découvrir les dinosaures présents. Mais ça a mal se passé. Et du coup, dans le film, on découvre chaque espèce de dinosaure, mais de façon qui n'était pas prévue. Voilà. Oui, mais il y a un truc aussi que j'aimerais rajouter, et on en avait déjà discuté dans notre BTTR sur Jurassic World. Donc le dernier, c'est Dominion, si je me trompe pas, ou je sais plus le titre français, excusez-moi. Mais d'après, je crois. Le monde d'après, exactement. Voilà, c'est ça. C'était pas Jurassic World Vacuum? Non, Dominion. Non, il n'y a rien à voir, passez votre temps. Non, en vrai moi ce que j'aime avec celui-là, c'est comme tu l'as dit, chaque dinosaure est présenté dans une situation, et en plus de ça, pour rappel, comme on le disait, Steven Spielberg, visionnaire sur pas mal de choses, ce film-là a fait évoluer énormément les films numériques. C'est un film qui parle de dinosaures et pourtant on les voit que 10 minutes dans le film, pour vous montrer à quel point c'est incroyablement bien filmé et bien monté, parce qu'on a l'impression qu'ils sont omniprésents pendant tout le film, alors que finalement on les voit finalement très peu. Mais surtout, c'est quelque chose qui est très ludique. On t'apprend aussi un petit peu la façon dont les dinosaures se déplacent, fonctionnent, etc. Ouvre des portes. Ouvre des portes, exactement. Leur vision est basée sur le mouvement, alors que pas du tout. Mais bon, ça, voilà, c'est. Oui, mais c'est pour dire, il y a quand même quelque chose qui a voulu être fait, quelque chose de ludique. Et moi, c'est ce que je retiens de Jurassic Park, premier du nom, c'est que quand je regarde un film divertissant, parce qu'il y a quand même énormément de choses, mais aussi un film qui veut m'apprendre des choses sur l'univers des dinosaures et comment ils évoluaient. Il y avait aussi une autre série qui faisait ça, c'était Nick Cutter. Oui. Les Portes du Temps, voilà, qui était plutôt ludique aussi et qui amenait un petit côté ludique. Voilà. Tu connais Jérôme Nick Cutter? Eh ben, c'est vachement bien. C'est la série que j'ai le plus poncé quand j'étais jeune. La première série que j'ai vraiment poncé à fond quand j'étais jeune. Ouais. Ok. Et voilà, Nick Cutter, Les Portes du Temps. En anglais, c'est Primeval. Primeval, ouais. Yes. Yes, non, it mais is. t'as dinosaures, mais t'as plein d'autres créatures du passé, même du futur parfois. Voilà. Ok. D'où le côté Les Portes du Temps, ça. Oui, tu voyages de tout. Mais voilà, en tout cas, c'est super film. Jurassic Park, on est tous d'accord. Ah oui, puis ça fait partie de la pop culture, c'est très culte. Enfin voilà, qui n'a pas jamais. Et puis ce qui est ouf, c'est pareil, le parallèle avec le réalisateur, etc. John Hammond, c'est Spielberg finalement, qui vient
présenter son projet à des producteurs, donc il doit se faire valider par la street, par des experts, et puis aussi par son avocat, etc. Le public cible, c'est les enfants, etc., qui sont là, mais on nous emmène dans le parc comme on nous emmène au cinéma, etc. D'ailleurs, comment ils découvrent les choses, ils sont dans un cinéma au début avec non, j'ai besoin d'une goutte de ton sang, John. Voilà, il y a un gros parallèle avec ça, quoi. Un jour, il faudrait faire une émission dans l'œil de Jérôme, tellement il voit les choses. Non, mais je suis pas le seul à le voir. Je me nourris énormément de vidéos sur YouTube qui parlent de ces choses-là parce que ça m'intéresse. Et voilà, le boulot, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est tous les gens que je regarde. C'est juste que j'ai une bonne capacité à retenir ce qu'ils me disent. Bah oui, mais après, c'est vrai que de toute façon, vous allez le voir, et je pense que c'est aussi pour ça, en cette sortie, en ce jour, on dirait une messe, hein, mais en ce jour en fait où The Fableman sort, qui est limite le premier film autobiographique qui existe. Je crois pas que ça existe en fait un film où un réalisateur raconte en fait entre guillemets son histoire. Voilà, on ne l'a pas encore découvert puisque je vous dis, vous savez, on enregistre, donc le film n'est pas encore sorti chez nous au moment où on enregistre. Il sort le jour de la sortie pour fêter ça, et ça me paraissait tout aussi normal de parler que Jérôme ait ce genre de réflexion, puisque j'ai toujours l'impression quand même que dans les films de Steven Spielberg, il y a un rapport avec lui et son personnage principal, ou en tout cas un personnage de l'histoire qui ramène avec lui. Voilà, on pourrait très bien aussi le dire sur des films comme Ready Player One, où la personne qui tient la tête peut être aussi représentée comme le réalisateur, celui qui chapeaute un peu. Ouais, là je pense que c'est plus l'aspect production dans Ready Player One, parce que c'est lui qui détient toutes ces licences-là qui sont présentes, etc. Ouais. Et en mode, voilà, il en fait ce qu'il veut, et quelqu'un de mal intentionné peut en faire de la merde. De la merde, voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Gary, sur Jurassic Park? Oui, parce que le film, je crois qu'il est sorti en 93. Ouais. Et les effets spéciaux à l'époque sont incroyables, je trouve. Totalement. Je trouve que ça a très bien vieilli encore. Les Megatronics, quoi. Et ouais, les animatroniques sont parfaits dans le film. Alors, c'est vrai. Oui. Le boulot de Stan Winston, c'est un truc de dingue. Et puis, mais même ce que ILM a fait, je veux dire, avant, il y avait eu quoi la créature de l'eau dans Abyss qu'ils avaient fait, qui était vraiment folle. Ensuite, il y a eu le T-1000. Oui, ce que j'allais dire, voilà. T-1000, voilà. T800 peut-être aussi. Le T800 c'était plus, il l'avait probablement fait, mais qui était vraiment bluffant, et puis avec du morphing et tout ça, voilà, c'était ça. Et après ils sont passés à Jurassic Park, et il y a cette réplique que dit Jeff Goldblum à Grant, et etc. Du genre c'est la fin de notre travail, oui, enfin vous voulez dire éteint. Et en fait c'est une vraie phrase que Phil Tippett, que Spielberg a dit à Phil Tippett par rapport au fait qu'au début il voulait faire de la motion capture, oui, totalement, de la stop motion pour les voilà, et qu'en fait une fois qu'ils ont vu le résultat d'ILM, il a dit non, mais votre métier il est éteint. Alors, anecdote sur Phil Tippett. Donc voilà, alors pour les personnes qui sont autour de la table et les auditeurs qui nous écoutent, si vous ne connaissez pas Phil Tippett, en fait un petit peu c'est le master du stop motion. C'est lui en fait qui est derrière le stop motion sur les très très grosses productions, comme par exemple le jeu d'échecs de Star Wars, dans le tout premier Star Wars. Voilà, il a fait énormément de choses pour le cinéma. Il y a eu un documentaire qui est passé à Gérardmer l'année où j'y suis allé. Donc j'ai eu la chance de voir ce documentaire là qui est pas sorti chez nous. C'était en VO, etc. Donc c'était vraiment très très sympa. Mais cette année, vous allez pouvoir découvrir le travail de Phil Tippett, puisqu'il y a son premier film, en tout cas en solo, qui sort et qui s'appelle Mad God, si je me trompe pas, qui est un film en stop motion, voilà, réalisé par le master de la stop motion. J'espère qu'on aura la chance de pouvoir trouver un cinéma qui va le diffuser. Au pire, on montera sur Paris pour ceux que ça intéresse. Franchement, Phil Tippett, c'est un grand nom en fait du cinéma hollywoodien. Et ça me surprend pas, on va dire, au moment où ILM ils sont arrivés avec leur technologie un petit peu révolutionnaire sur, par exemple, la course
de tous ces dinosaures-là au début du film. Oui, c'est ça. Le bout d'essai qu'ils ont fait, c'était la course des Gallimimus. Mais ils les ont fait sans texture, sans peau. Texture en plus. Ils avaient fait que des squelettes. Et rien que quand ils ont vu ça, ils ont dit ah ouais non c'est. Ouais, et il n'y avait pas les textures, hein, dites-vous bien. Donc voilà. Et on a parlé donc de Stan Winston. Stan Winston, donc c'est Feu, le master donc de toutes ces créatures gigantesques comme le T-Rex et etc. qui sont réellement animées, où derrière vous avez des ingénieurs qui font bouger la moindre paupière et etc. Master de l'animatronique. Ah oui, non, mais clairement, enfin, les Gremlins, c'est lui. Enfin, la plupart des puppets que vous avez pu voir dans des films des années 90, début 2000, etc., c'est lui. Ok, bah écoute, super intéressant. Et puis on va rajouter un dernier truc, tu en parlais en off, mais Jurassic Park est un des rares films où il y a eu une conversion 3D au bout de lors d'un anniversaire, et apparemment elle est pas si mal. Oui, bah moi quand je l'ai vu, c'est vraiment bien en 3D. Après, maintenant, si vous voulez revoir ce film en 3D, je pense que c'est compliqué maintenant. Vu qu'il n'y a plus de télé 3D. Ouais, on va dire que les télé 3D sont en train de s'éteindre. Alors que. Ça n'a pas fait longtemps. Alors, ça n'a pas fait longtemps, mais le public n'a pas été au rendez-vous malgré Avatar. Avatar qui avait quand même bien popularisé la 3D, que ce soit sur le cinéma et au petit écran, on va dire chez nous, parce que les gens voulaient vraiment avoir cette technologie-là, mais trop coûteuse, et finalement les films rendaient pas si bien sur les 3/4 du temps. Mais quand il y en avait des bons, eh ben, il faut les garder. Pour ma part, un des meilleurs films en 3D que j'ai vu, c'est Doctor Strange, premier du nom, que je trouve incroyable en termes de profondeur de champ et de changement de décor, etc. Regardez Doctor Strange en 3D, les amis, si vous avez encore une télé 3D. Mais c'en est un qui avait été fait en 3D ou c'est de la post-synchro? Il est prévu pour 3D, Doctor Strange. D'accord, voilà, ça change aussi pas mal de choses. Mais en conversion, on va dire que Jurassic Park est quand même mieux que le Star Wars qui a été fait. Parce que le Star Wars épisode 1 qui a été fait en 3D, je l'ai vu, c'était à chier. Même la course de pod où tu te dis non, regardez le normal. Jurassic Park, apparemment, il y a vraiment une plus-value dessus, surtout sur le fait que on joue beaucoup sur la différence d'échelle de taille avec les dinosaures. Donc c'est ça que c'est intéressant. Et Kichi, parle-nous un petit peu de tes deux films, mon ami. Alors moi j'ai choisi de parler de E.T. On peut pas, je pense, mentionner ce film en parlant de Spielberg, donc très très culte, voilà, un film qu'on a tous vu quand on était très jeune aussi, donc on a aussi ce côté rapport avec l'enfant, etc. Et oui. Non, donc donc E.T., donc très culte, forcément on était tous enfants quand on l'a vu, voilà, l'attachement, en plus la petite anecdote qui fait que je crois que Spielberg a tourné les scènes dans l'ordre chronologique pour que l'enfant puisse réellement être triste à la fin, etc. Donc bon, alors après ça c'est discutable ou pas comme choix, je sais pas si c'est considéré comme être un petit peu un salaud ou pas, mais non, alors il faut savoir que quand un réalisateur choisit de faire un film en ordre chronologie, c'est une plaie pour les producteurs. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus coûteux que la normale, puisque globalement tu pourrais très bien te dire on a la maison, on a le décor de la maison, on fait toutes les scènes dans la maison, et voilà, alors que non, pas du tout, à moins que là tu avais de la chance entre guillemets de dire bon, la maison elle reste là, on y reviendra plus tard, voilà, mais globalement c'est très très rare. C'est les décors sont montés, démontés et ensuite après jetés, et voilà. Là, je parlais surtout par rapport aux gamins en fait. Est-ce que c'est, mais bon après je pense que c'est pas non plus de la maltraitance quoi. Il a fait ça pour réellement avoir la perf réelle du gamin. Je pense plutôt ça en fait. Oui, c'est complètement. Alors en plus de ça, on est d'accord pour dire que manier des acteurs enfants au cinéma, c'est très difficile. Bien sûr. C'est rare d'avoir une production où vraiment les acteurs gamins sont convaincants. Stranger Things est la règle, on va dire, qui déroge un peu, en tout cas dernièrement. Spielberg, à la manière, en tout cas, il a géré donc le personnage de Elliot et un master là-dedans. D'ailleurs, Spielberg, on est d'accord que aime bien avoir un rapport avec un enfant. Très bizarre cette phrase. Ouais. Non, on va dire que dans les films de Spielberg, tout simplement, on a souvent des enfants qui sont dans les personnages principaux. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important pour lui. D'ailleurs, dans The Fabelman, on va suivre un enfant également, qui est globalement, c'est lui, c'est son enfance. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important pour lui, parce que l'enfance apparemment qu'il a vécue est assez difficile.
Pour toi, E.T., justement, c'est juste pour le côté culte que tu l'as choisi ou Non, c'est pour le côté nostalgique aussi. Et puis, bon, après, c'est venu bien après pour tout le côté hyper mystérieux de théories de connecter avec l'univers de Star Wars, parce qu'on sait que Spielberg est très pote avec George Lucas. Et puis, il y a plein de théories qui fait que. Bah, après, c'est pas des théories, c'est plus des petits caméos qui se font entre eux, parce que dans le premier ou deuxième. Non, dans le troisième Star Wars, on voit des E.T. Dans E.T., quand il voit Yoda, c'est oh, maison. Donc, il y a tout ce côté un petit peu fabuleux, je trouve, qui rajoute un peu du charme, mais ça c'est venu bien après. Et puis ouais, non, film très culte. Et puis bah, je l'ai choisi aussi parce que je sais que GG a la phobie des aliens. D'ailleurs, je me demande pourquoi il l'avait choisi aussi à la base, mais non. GG, je pense qu'à la base il l'a choisi parce que c'est pour Spielberg un film qui est plus qu'important. C'est quand même le logo de sa société de production. En blin ou en blin? En blin. Voilà. Ça dépend de quel côté de l'Atlantique tu te trouves. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est pour lui, je pense que c'est un film clé. Malgré que son premier film soit Duel, c'est vraiment, je pense que quand les gens tu parles de Steven Spielberg, E.T. rentre dans le top tier en fait des films que tu as envie de discuter avec cette personne-là. Et ton deuxième film? Alors mon deuxième film, c'est un film complètement, beaucoup plus terre à terre. C'est le Terminal avec Tom Hanks. Donc pour l'instant, on a tous choisi tous les trois un film avec Tom Hanks. Quand tu regardes. Et puis ah non, je vais déroger à la règle. Non, mais quand je dis pour l'instant, voilà. Et comme je disais au tout début, quand Lucas parlait de Attrape-moi si tu peux, j'aime beaucoup moi les films très terre à terre, inspirés d'histoires vraies, où on est vraiment ancré dans la réalité, où on s'identifie au personnage, on a un peu ce côté aussi attachant. Enfin, j'aime beaucoup. Ça, en plus, ça se passe dans un aéroport, donc moi qui suis un ex-voyageur à mes heures perdues, j'aime beaucoup. J'aime l'ambiance des aéroports. Et puis ouais, je trouve le film formidable, bien qu'encore une fois, comme beaucoup de films, c'est à huis clos, mais tout ce qui se passe, c'est génial, quoi. Donc du souvenir que j'ai du Terminal, je l'ai pas revu pour cette émission. Pour moi, c'est un film qui est touchant à point. C'est ça. Tu t'identifies très vite à ce mec qui est complètement paumé dans cet aéroport et qui n'est pas maître de la situation, à la fois par le pays qui ne veut pas l'accueillir et qui ne veut pas le laisser repartir. C'est ça. Et c'est quand même fou en fait de voir ça. Franchement, c'est un film que j'aime beaucoup. Lucas, c'est un film que t'aimes beaucoup aussi, vu que toi t'as choisi. Non, pareil, hein, franchement. L'attachement qu'on a avec le personnage, qui en fait, il lui arrive des bonnes galères et qu'au final il essaie de se débrouiller quand même, de trouver comment faire pour essayer de gagner quand même quelques sous pour pouvoir manger quelque chose, et au final qui sympathise un peu avec certaines personnes qui bossent dans l'aéroport. Non, franchement, ouais, c'est un très 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 bon film sur tout ça, hein. C'est le bon côté humain des choses, des personnes, de l'humanité, en fait il est montré un peu dedans, comme les pires comme les pires quelque chose de très réaliste finalement. Voilà. Toi GG, ton rapport au Terminal? Eh bien, je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu? Il est sur Netflix, si tu veux. Je crois. Ouais, il me semble. C'est un film qui était sur ma liste l'année où il est sorti. Enfin, voilà, je comptais aller le voir. Et puis, c'est un de ces nombreux projets avortés, faute de temps. Ok, écoute, super. Merci beaucoup, Ikichi, en tout cas, pour tes films. GG, toi un petit peu, parle-nous de tes deux films. Alors, moi, j'ai choisi de vous parler des Dents de la Mer dans un premier temps. Parce que Les Dents de la Mer, au-delà d'être un monument du cinéma, c'est une des raisons pour lesquelles c'est un monument du cinéma, c'est parce que c'est à cause des Dents de la Mer qu'on utilise le terme de blockbuster. C'est un terme qui n'existait pas avant, le fait que les gens allaient se déplacer en masse, donc un bloc d'habitation, au cinéma. C'est ça qui allait secouer tout ton quartier finalement. Et donc avant ce film-là, ça n'existait pas. C'est quand même un film qui a pas loin de 50 ans maintenant, je pense, et qui est quand même vecteur de la phobie de l'eau de plein de gens sur les bords de mer, etc. Je fais partie un peu de ces gens-là. Moi, cette espèce de créature avec les yeux à moitié morts, qui est le requin, ça m'a longtemps foutu les jetons, etc. Et t'habites en Bourgogne, GG? Je sais, j'habite en Bourgogne, je suis loin des côtes, et grand bien m'en fasse puisque l'eau monte. Petite dédicace à tous les Bretons que je connais. Et donc ce film-là, il est fou. Non seulement donc parce qu'il a fait se déplacer les foules, que avant ça n'existait pas, ce genre de film-là. Surtout qu'en plus il sortait l'été, etc. Enfin, c'était vraiment pas le moment où les films ça fonctionne en fait. Et lui a réussi.
Et l'autre truc fou qu'il y a avec Les Dents de la Mer, c'est le fait que le film soit génial de par sa réalisation à cause de problèmes techniques. Parce que ce requin de malheur n'arrivait pas à fonctionner comme il fallait à cause de l'eau, etc. Enfin, les mécanismes, ils étaient tout le temps en train de se vriller et tout ça. D'ailleurs, il paraît que il l'avait appelé Bruce, ce requin. C'est pas lié à un nom de producteur. Et non, c'est lié au nom de son avocat parce qu'il devait être à son premier divorce, le père Spielberg. Enfin voilà, il me semble qu'il y a quelque chose là-dessus, et parce qu'il aime pas les avocats. D'ailleurs, ça se voit aussi dans Jurassic Park, puisque c'est lui qui se fait bouffer par le T-Rex dans les chiottes, dans une position humiliante. Donc voilà, en plus voilà, c'est un couard, etc. Il se cache, il abandonne des enfants. Bref, voilà, il n'aime pas les avocats. Et voilà, l'animatronique, enfin le requin mécanique ne voulait pas fonctionner comme il fallait, et donc du coup, il a fallu trouver des astuces pour quand même filmer quelque chose. Et c'est comme ça qu'est apparue l'idée des barils, pour nous suggérer le requin sans le voir. Et heureusement qu'il y a ça. C'est la suggestion qui crée la peur, en fait, parce qu'il y a cette peur de l'inconnu, de ce voile d'eau. Et on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, et parce qu'il y a il y a 2 barils jaunes qui apparaissent, et là ça y est, on sait que la menace elle est pas loin. Et du coup il a fait d'une limite de son tournage, il a fait de ça une qualité à son film. Du produit fini, ouais. Mais c'est quelque chose aussi qu'on n'arrête pas de dire aussi sur d'autres films, hein, comme quoi la suggestion de la peur finalement est beaucoup plus puissante que le face-à-face avec la peur en elle-même. Alien en est un exemple frappant. Pendant tout le film, on ne voit jamais quasiment cette horrible bestiole, le xénomorphe. Et les seules fois où on le voit, c'est par des apparitions très brèves, comme les La Dent de la Mer. Finalement, Les Dents de la Mer et Alien sont quand même 2 films qui sont similairement proches, malgré qu'on a 2 temporalités différentes, etc. Comme Jurassic Park aussi, on disait qu'on voyait très peu les dinosaures, mais alors que, comme tu disais, ils sont omniprésents. Là, c'est pareil, le requin, on le voit très peu de fois au final, et pourtant, c'est un film très angoissant quand même. Ouais, mais c'est ça, mais je pense que c'est avec Les Dents de la Mer qu'il a dû probablement apprendre ça. Le fait d'utiliser avec parcimonie, finalement, en fait, tu crées un effet dramatique qui fait que ça fonctionne et que tu arrives à faire monter ta tension parce que tu joues sur l'inconnu. Mais tu vois, c'est là où Ridley Scott n'a pas compris, puisque après il nous a pondu Prometheus et Alien Covenant, où tu les vois en pleine lumière, etc. Totalement. Alors d'accord, Jeunet l'avait déjà fait avant parce que il était là en mode c'est un peu mystérieux, un Alien. Balek, parce que Jeunet voulait pas raconter ça. Non, et puis quand tu vois le film de Jeunet, c'est pas du tout ce qu'il veut raconter. Jeunet, lui, ce qui l'intéresse, c'était de raconter le mélange entre Ripley et l'Alien. Et oui, mais lui, il veut des freaks. De toute façon. Exactement, donc, le côté freak. Voilà, exactement. C'est tout. Et c'est pour ça qu'on le voit si souvent, cet Alien, dans le film de Jean-Pierre Jeunet. C'est parce que finalement, l'Alien, il est pas super intéressant. C'est ce que Sigourney Weaver a dans le bid qui est plus intéressant. Enfin, même pas. Ce qu'elle l'est, c'est un hybride. Oui, c'est un hybride, voilà, exactement. Elle a plus rien dans le bid. Dans le bid, dans le corps, voilà. Vous m'avez compris, vous m'avez compris. Oui, bref. Donc voilà, mais donc Spielberg, il apprend des choses, et même si il a très bien appris, hein, il a dit que plus jamais il ferait quelque chose sur l'eau. Je crois pas qu'il s'y soit repris. Et donc le second film dont je voulais vous parler, c'est La Guerre des Mondes. Je veux juste revenir sur un truc c'est qu'il a aussi inspiré beaucoup du coup avec le requin, parce que dans Nemo, le nom du requin c'est Bruce. C'est Bruce, ouais. Et un autre truc, c'est que ça fait partie des films où il y a 19 films, si j'en crois Retour vers le futur. Oui. Puisqu'ils en sont aux Dents de la Mer 19. Ouais, mais ça c'était en 2015 dans 2015 Retour vers le futur. Exactement. En 2015 chez nous, il n'y en a pas eu 19 malheureusement. Et d'ailleurs, dans Retour vers le futur, c'est le fils de Steven Spielberg qui réalise. Steven Spielberg Jr. Voilà, exactement. Voilà, c'est tout. Voilà. D'ailleurs, il y avait un bouquin il y avait une édition collector en fait de Retour vers le futur où tu pouvais avoir l'affiche de Jaws, Jaws 19, c'est 19 ou 21 je crois, un truc comme ça, bref. C'est 19, j'ai vérifié. Mais voilà quoi, c'est... Et donc le second film dont je voulais vous parler, c'est La Guerre des Mondes. La Guerre des Mondes, c'est un des super films qu'il a fait avec Tom Cruise, où Tom Cruise est absolument impeccable. Ouais. Et pas que.
c'est un film qui a pas vraiment rencontré son public au moment de sa sortie parce que les gens ont trouvé que c'était trop niais, puisque alors vous avez tous vu La Guerre des Mondes ou pas? Moi, oui. Voilà, parce que les gens ont trouvé ça trop niais, genre les Italiens ils ont pas vu que du coup ils sont pas vaccinés avant de venir sur Terre, machin. Enfin bon, ouais. Ok, sauf que derrière, il y a un setup payoff par rapport à ça, avec la gamine qui se met une écharpe dans le doigt et qu'elle dit que de toute façon, son corps va l'éliminer toute seule. Tout seul. Donc, du coup, voilà, on te présente ça, et de toute façon, c'était déjà dans l'œuvre de H.G. Wells, le fait que les aliens n'étaient pas suffisamment préparés, et surtout, ils ne sont pas préparés à notre environnement. C'est bien on n'est même pas suggéré comme une menace, d'ailleurs, pour eux. Ils se réveillent, en fait. Hein. C'est ça. C'est un autre film de rencontre du troisième type, entre guillemets, donc de rencontre d'extraterrestres et d'humains. Celui-là, il n'y a pas de tentative de communication, contrairement à dans Rencontre du troisième type et dans E.T. Là, pas du tout. C'est voilà, on est là. En fait, c'est que t'as pas le temps. On est là pour. Ah non, mais même. Ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps. Oui, ils se réveillent et boum. Tu prends ça dans la gueule. Et c'est quelque chose globalement qui pourrait, si ça devait arriver, je pense que ça se déroulerait un peu plus comme ça. Et oui, après ça c'est s'ils sont vindicatifs, etc. S'ils existent, s'ils ont le temps de venir, s'ils n'ont pas le temps de s'autodétruire avant d'arriver. Où ils essayent d'établir un contact, au final. Moi, ce qui me déglingue dans Mars Attack, c'est que finalement. Non, mais ce qui me déglingue dans Mars Attack, c'est qu'on est tellement con à penser que finalement notre symbole de paix est le même partout, jusque dans le fond de l'espace, qu'on va balancer une colombe alors que pour eux ils le voient comme une menace, et c'est que ça et tout part de là. Et tu vois, et c'est ça qui me déglingue avec Mars Attack. Ça part pas de là. Ils sont quand même, ils ont pas d'intention. Non, ils ont pas de bonnes intentions de base, mais ils cherchent un prétexte. Voilà, nous c'est la colombe blanche, etc. Le blanc chez les Japonais, ça veut pas du tout dire la même chose que nous. C'est la couleur du deuil, si je me trompe pas, et de la mort. Alors que pour nous, c'est le symbole de la pureté et de la paix. Il y a rien d'universel, à part éventuellement l'amour qu'on peut porter à son prochain. C'est beau. Oh là 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 là. Notez ça dans votre bio Twitter, les amis. Hein. Voilà, c'est une super épitaphe. Faites-vous le tatouer, merde. avec une bonne écriture gothique. Salut, tu es tatoueur et tu en manques d'inspiration. Appelle Jérôme. Au 6-22-22. Et oui. Jérôme au 6-22-22. Jérôme au 6-22-22. Il t'envoie par SMS tes meilleures phrases. Par SMS. Ça, vous avez pas connu, hein, les jeunes. Hein. Non. Une chance. Non. Bon. Et donc La Guerre des Mondes, ça a pas beaucoup rencontré son public, etc. Et j'avoue que j'ai fait partie de ce public-là qui avait pas bien compris ce qu'on voulait me dire, etc. Mais étrangement, c'est un film que je prenais comme un plaisir coupable. J'y retournais, mais sans savoir pourquoi. Et j'ai enfin compris pourquoi, grâce à la sublime vidéo de la séance de Marty, que je vous invite à découvrir comme chaîne si vous ne la connaissez pas sur YouTube, où donc il fait toute une vidéo mais qui doit faire 50 minutes facile sur ce film-là, et où il vient t'expliquer que c'est le premier vrai film post-11 septembre, parce que comme une attaque terroriste, ça tombe, ça prévient pas, il n'y a pas de tentative de communication, il y a de la poussière partout d'un coup et t'as pas compris pourquoi, et tu cours et t'as peur pour toi. Et ce film ne s'arrête pas. Il y a le seul relief qu'il y a, c'est quand ils sont dans le sous-sol, etc., et que le gamin les a quittés. Et même là, du coup, il y a quelque chose d'hyper... de pas très net avec le mec qui les accueille, etc., d'ailleurs, ça finit mal, pareil. Voilà, quel choix tu es prêt à faire pour protéger les tiens, voilà, jusqu'où tu irais, etc. Même alors que c'est l'apocalypse, il y a cette thématique-là de fou. Ça ne s'arrête pas. Tu as peur, tu cours. Enfin, t'es avec les personnages. Franchement, c'est pour ça qu'il est ouf, ce film. Et autre grosse thématique qu'il y a dans ce film et qu'on retrouve dans E.T., mais dans plein d'autres aussi, c'est les familles dysfonctionnelles. Voilà, dans E.T., il y a juste la maman. Dès que ça se frite à table, etc.
la mère elle est à moitié en pleurs, etc. Et là, là on est dans le dysfonctionnel avec le daron divorcé qui récupère ses mômes en retard d'une demi-heure, etc. Avec la mère qui est de nouveau enceinte avec son nouveau mec où tout va bien, etc. Machin chose parce qu'ils habitent à Boston et tout ça. La chose qu'on retrouve aussi dans Arrête-moi si tu peux. Hein. Dans Arrête-moi si tu peux. Beaucoup de films. Et c'est très très souvent, et c'est probablement parce que ça a quelque chose d'autobiographique, parce que je pense qu'il y avait ce type de dysfonctionnement dans la vie, dans la jeune vie de Spielberg. Peut-être qu'on le découvrira dans The Fableman. Exactement. Et donc, et ce que dit Marty dans sa vidéo sur donc la guerre des mondes, qui est très très juste, c'est que souvent on a dit de Spielberg que c'était c'est The Fableman, donc celui qui te raconte des fables, celui qui te raconte des rêves, parce que finalement Spielberg ce serait un enfant encore dans sa tête. Et ce que dit donc Marty dans sa vidéo, et qui est très très juste, c'est oublier qu'un enfant ça ne fait pas que des rêves. Très très beau. Je suis d'accord. Exactement. Le côté enfant de Spielberg, tu le ressens aussi du coup dans Ready Player One, puisque de balancer un film avec autant de références, que ce soit jeux vidéo, film, tout ça, en fait, tu sens que c'est des trucs qui l'ont fait rêver et qui l'ont accompagné tout au long de sa vie. Et aussi que c'est des choses qui lui appartiennent. Moi, ce que je retiens avec aussi Ready Player One, comme tu le disais, le côté qu'il joue avec ses licences. Et moi, ça me fait penser un petit peu à ce que je faisais quand j'étais gamin. Je jouais avec mes Action Man, je crée des scénarios. J'étais en fait à la place de mes Action Man, tu vois. Et d'un coup, il y avait Vinny, la souris de l'espace, qui débarquait. Et tu sais pas pourquoi. Exactement, voilà, parce que j'avais pas finalement le dernier méchant, donc je prenais un autre jouet et finalement il arrivait. Les multivers étaient là, comme tu dans vois. Toy Story. Comme dans Toy Story, finalement. Exactement. Tu mélanges tous les. Ouais. Exactement. Et puis c'est bon, c'est un des très rares films, un des très bons rares films avec Tom Cruise, donc très 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 bon choix. Ah non, attends, mais t'as Minority Report aussi. Ouais, Minority Report. Si tu l'as pas vu. Non, pour moi, le meilleur film avec Tom Cruise, c'est Le Dernier Samouraï. What? Autre débat. Autre débat, les amis. En tout cas, pour mes deux films, moi j'ai choisi Les Aventures de Tintin et Le Secret de la Licorne, et La Liste de Schindler, donc deux films extrêmement opposés. Donc je vais parler vite fait, je terminerai par Tintin, mais je vais juste parler vite fait en fait de La Liste de Schindler, parce que pour moi, qui est daltonien, voilà, je le dis. Après Hémétophobe, voilà, je suis daltonien, et c'est un film en noir et blanc. Le noir et blanc me touche énormément, et j'aime beaucoup les films en noir et blanc et autres productions, photos, etc. en noir et blanc. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. La Liste de Schindler, quand je l'ai vu, ça m'a mis une claque monumentale, de par sa réalisation réaliste, de par la brutalité de ces Allemands lors de ces Allemands qu'on voit dans les camps, qui devaient être extrêmement vrais à l'époque. Voilà, cette dualité et ce dévouement de ce personnage qui fait tout pour sauver toutes ces personnes. Franchement, écoutez, moi, La Liste de Schindler, c'est un de mes films cultes de la filmographie de Steven Spielberg. Est-ce que quelqu'un l'a vu aussi autour de la table? Non. Gary, toi qui es fasciné par l'histoire, je pense que c'est un film qui devrait te plaire également. D'accord. Jérôme, toi tu l'as vu? Ah oui, moi je l'ai vu. Enfin, ça te fout les boules, parce que justement il est tout en noir et blanc et t'as qu'un seul truc en couleur. C'est une petite fille qui est habillée en rouge. C'est ça. Et justement, bref, tu la vois à un moment où ça va plutôt, à un autre moment où là ça commence à vraiment pas aller. Et puis tu la remarques à un autre moment où en fait là il y a plus rien qui peut la sauver. Voilà, non, franchement, La Liste de Schindler, si vous ne l'avez pas vu, c'est franchement incroyable. Il est regardable quelque part ou... Oula. Prime Video. Vous me donnez envie là. Certainement, les amis. C'est basé a priori sur une histoire vraie qu'un mec ramené dans ses valises et raconté dans un diner. Donc le destin d'un homme allemand. Qui finalement en fait a fait en sorte d'embaucher plus que de raison de la main d'œuvre juive, et donc gratuite à ce moment-là, pendant l'occupation de la Pologne, et justement pour en sauver un maximum des camps, pour qu'il soit dans son entreprise à bosser et pas à finir dans les camps d'extermination. Ouais. Donc regardable sur Amazon Prime. Regardable sur Amazon Prime. Voilà. Et sinon, le deuxième film que j'ai à vous parler, les amis, et donc le dernier de cette soirée, c'est Tintin et Le Secret de la Licorne. Donc, amoureux de la BD, comme vous allez pouvoir l'entendre au fil des émissions un jour, voilà, j'adore
les BD Tintin, j'adore les BD Astérix, c'est pour ça qu'on n'en parlera pas du dernier film. Mais globalement, Tintin, c'est un dessin animé avec lequel j'ai grandi. Et le jour où j'ai vu que l'adaptation au cinéma allait se faire, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, oula, du live action sur Tintin, ça peut être un peu cringe. On a eu des films un petit peu cringe, etc. de Tintin, mais finalement qui n'étaient pas si mauvais, vraiment, avec du recul et avec un petit peu d'indulgence derrière et aussi les techniques de l'époque, parce que ce sont des vieux films. Tintin, le secret de la licorne, est une prouesse technique en termes de 3D, en termes de stop, en termes de capture, de motion capture, et surtout en termes de montage. Et c'est pour ça aussi que je voulais parler de Steven Spielberg, parce que je trouve qu'il arrive toujours à s'entourer de très très bonnes personnes, dont le monteur, on va dire, de Tintin, qui vous fait des transitions incroyables dans tout ce film. Tu peux passer par exemple, vous ne le verrez pas, mais je vais vous décrire la scène d'une, on va dire, vous savez, quand vous fermez votre poing, ces espèces de dunes que vous avez, entre guillemets, sur le poing. Les phalanges, qui vont tout simplement se transformer en dunes du désert du Sahara, tout en transition, sans coupure, sans rien. C'est d'une perfection, c'est millimétré. L'adaptation, en plus, rassemble plusieurs albums et le fait très bien. C'est cohérent dans l'univers de Tintin. C'est dommage, ce film n'a pas rencontré le public, tout comme La Guerre des Mondes au cinéma. Il a dû rentrer dans ses frais, mais très peu. Franchement, si j'ai bien un conseil à vous donner, si vous aimez la BD, si vous voulez découvrir l'univers de Tintin, foncez regarder Tintin, le secret de la licorne. Les acteurs sont impeccables. Vous allez, je pense, aimer ce film. Et on prie pour qu'un jour on ait ce second opus qui sera réalisé par Peter Jackson, parce que c'est une trilogie en fait de deux géants du cinéma qui se sont associés, Steven Spielberg d'un côté, Peter Jackson de l'autre. Donc pour ce premier film, c'est Spielberg qui le réalise et Peter Jackson qui produit. Le deuxième film, ça sera l'inverse, et normalement le troisième, ce sera une co-réalisation. C'était prévu comme ça sur la base. Espérons que Peter Jackson arrive à trouver le temps, l'argent et l'envie de faire ce film. En tout cas, le deuxième film de Tintin, on l'attend avec impatience. Je l'attends avec impatience. C'est très rare de dire ça, mais c'est une des rares adaptations au cinéma qui est aussi fidèle à le matériel de base, tout en amenant, on va dire, de la technologie et de l'inventivité dans ses plans et dans sa façon de raconter l'histoire, par le fait des transitions, de la musique qui est incroyable. Bref, franchement, d'ailleurs, c'est petite anecdote, nous on était habitués à la musique de Tintin, vous savez, le fameux générique pam 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 pam. Et ben ils ont quand même réussi à trouver un thème qui le remplace, qui prend certaines notes, etc., mais qui est complètement différent, justement pour vous dire que c'est notre Tintin à nous et on en fait un petit peu ce qu'on veut, et on le fait bien quand même parce qu'on aime le matériel de base. Voilà les amis. Écoutez les amis, super pour cette émission sur Steven Spielberg. C'était vraiment un vrai plaisir de parler de ce réalisateur avec lui. N'oubliez pas, donc aujourd'hui, en ce fin de février, vous pourrez retrouver The Fabelman au cinéma. Je pense que dans tous les bons cinémas, comme on disait avant pour les disques, dans tous les bons disquaires, vous pouvez retrouver notre CD. Là, dans tous les bons cinémas, vous pourrez retrouver donc The Fabelman, film autobiographique de Spielberg. Voilà. Écoutez, on se retrouve très très vite pour parler encore plus de cinéma. Salut à tous. Ciao. Ciao, bonsoir.